Dans cette vidéo, je vais expliquer très clairement comment fonctionne le cœur. Je vais aussi vous donner des astuces pour mémoriser très facilement les différents noms à retenir. Cette vidéo est divisée en 4 parties. Le mécanisme cardiaque, le système électrique du cœur, les valves cardiaques et le débit cardiaque. On commence par le mécanisme cardiaque. Au moment où je publie cette vidéo, j'ai déjà enseigné mes techniques spéciales de mémorisation à plus de 1158 étudiants à travers le monde. Si tu veux que je t'enseigne toi aussi comment mémoriser tes cours pour le long terme, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran ou en allant sur doctorasus.com/méthode. Je vais laisser le lien en commentaire aussi. Maintenant, on retourne à la vidéo. Notre corps est formé de quelques 100 000 milliards de cellules. Et chacune d'entre elles a besoin de plusieurs éléments dont la nourriture et l'oxygène pour survivre. Et c'est pour cette raison et plusieurs autres qu'on a besoin du sang qui va servir de moyen de transport pour ces éléments. Il passe prendre la nourriture des intestins et l'oxygène des poumons pour les livrer à la cellule. Mais le sang n'est qu'un fluide et seul il n'est pas capable de se déplacer. Et c'est justement à ça que sert le cœur. Son rôle sera d'attirer le sang via une basse pression et de l'éjecter via une haute pression. Un peu comme un gosse qui aspire du jus avec sa paille, basse pression, puis souffle dans la paille et arrose quelqu'un. Haute pression. Très mignon, sauf quand c'est nous la cible. Nous disposons de deux types de vaisseaux sanguins. Les veines qui vont vers le cœur et les artères qui quittent le cœur. Et le cœur, quant à lui, aspire le sang qu'a utilisé le corps à partir des veines en relâchant le muscle cardiaque et l'éjecte en contractant le muscle cardiaque dans les artères pour qu'il soit à nouveau utilisé par les cellules. Le cœur doit donc disposer de deux types de cavités, l'atrium, qui a une basse pression pour attirer le sang. L'atrium, c'est le mot latin pour hall d'entrée, et c'est justement ce que ça représente pour le cœur. Et c'est cette cavité, le ventricule, qui fait le gros boulot du cœur. C'est pour ça qu'il a été comparé à un petit ventre, un ventricule, qui va d'abord se relâcher pour abaisser sa pression et accueillir le sang de l'atrium, puis se contracter pour élever sa pression et chasser le sang vers les artères qui vont le distribuer à l'ensemble du corps. Mais tenez-vous bien, ceci est réalisé par la moitié du cœur seulement. Pourquoi ? L'oxygène est le plus urgent des besoins de la cellule et ne peut se permettre de passer plus de 6 minutes sans quand il s'agit d'une cellule cérébrale. Le poumon a donc son propre circuit sanguin et c'est pour ça qu'il y a besoin de l'autre moitié du cœur. Le sang utilisé par les cellules est ainsi aspiré vers l'atrium droit, puis va passer dans le ventricule droit pour être éjecté vers le poumon pour s'enrichir en oxygène et délaisser le CO2. Ensuite, il va passer dans l'atrium gauche, puis le ventricule gauche qui, en se contractant, va l'éjecter dans l'aorte, qui va le distribuer vers l'ensemble du corps pour que les cellules, y compris celles du cœur, profitent de l'oxygène et nutriments. Seulement ce n'est pas cette succession qui a actuellement lieu, car il faudrait deux cœurs qui se contractent de façon indépendante l'un de l'autre, un pour le poumon et l'autre pour le reste du corps. Or, nous ne disposons que d'un seul cœur. Les deux ventricules se dilatent, puis se contractent donc simultanément. Le droit récupère de l'ensemble du corps une partie de sang, quelques 70 ml par battement, et en se contractant l'éjecte vers le poumon pour qu'il subisse les échanges gazeux. Il va récupérer l'oxygène et se débarrasser du CO2. Et le ventricule gauche récupère des poumons une autre partie de sang, d'autres 70 ml, et en se contractant l'éjecte vers l'aorte pour l'ensemble des cellules du corps. Et ces deux événements ont lieu simultanément lors de chaque battement cardiaque. 1,16 fois par seconde, 100 000 fois par jour, 36,8 millions de fois par an et 2,2 milliards de fois pour une personne de 60 ans. Mais c'est génial! On ajoute quelques détails. Le sang du haut du corps rejoint l'atrium droit par la veine cave supérieure et le sang du bas par la veine cave inférieure. Il passe dans l'atrium droit, puis il quitte le ventricule droit par l'artère pulmonaire vers les poumons et rejoint à nouveau le cœur via 4 veines pulmonaires pour être éjecté par le ventricule gauche dans l'aorte et être distribué aux 100 000 milliards de cellules dont nous disposons. Vous aurez deviné que cette partie du sang qui n'est pas encore passée par le poumon n'est pas oxygénée, à savoir le sang dans les veines de l'ensemble du corps et les artères pulmonaires, puisqu'elles vont vers les poumons. Et donc leur sang n'est pas encore oxygéné. Et cette partie qui est déjà passée par les poumons contient du sang oxygéné,
c'est le sang dans les veines pulmonaires, puisqu'elles proviennent du poumon, ainsi que le sang dans toutes les artères du corps. Seulement un problème persiste. Si le cœur ne disposait que ce dont on a parlé pour l'instant, en se contractant, le sang des ventricules irait certes aux artères, mais une bonne partie retournerait aussi aux atriums. Et en se relâchant, le ventricule aspirerait le sang qu'il a éjecté en se contractant, ce qui au final n'aurait servi à rien. Et c'est pour ça qu'il y a des valves qui ne vont permettre le passage du sang que dans un seul sens. On ajoute quelques termes médicaux à la discussion. Lors de la contraction ventriculaire, ces derniers se serrent. Il s'agit alors de la systole. Et lors de la relaxation, ils se dilatent. C'est la diastole. Mais le myocarde, myo c'est pour muscle, donc muscle cardiaque, contrairement aux muscles ordinaires, n'a pas besoin de votre cerveau, car il a un mini-cerveau intégré, les cellules pacemaker. Ces cellules très spéciales génèrent du courant électrique pour chaque battement, et ce courant, en arrivant aux cellules cardiaques, les fera contracter. L'idée principale à retenir concernant le système électrique du cœur est qu'il y a des cellules réparties en nœuds, donc des petites masses, et en faisceaux, qui servent à générer et à conduire un signal qui fera contracter les oreillettes en premier, puis les ventricules. Et ce cycle se répète en moins une fois chaque seconde pour que le cœur batte 60 fois par minute par exemple. Et ce qu'on verra dans cette vidéo, c'est une façon astucieuse de mémoriser les noms et l'emplacement de ces nœuds et faisceaux, ainsi que le mécanisme de la génération et transmission de ce signal à travers le cœur. Je vous poserai une question à la fin pour que ce soit interactif. Tout commence dans l'atrium droit. On y trouve le premier groupe de cellules qui sont à l'origine du signal. Ce groupe se trouve près du sinus venarum, qui résulte du développement embryonnaire du cœur. Et ce dernier se trouve dans l'atrium droit. Ce premier groupe ou nœud est donc appelé nœud sinu-atrial ou nœud sinusal. C'est lui qui détermine en temps normal la fréquence ou rythme cardiaque, puisque plus il génère de signaux par minute, et plus il y aura de contractions cardiaques, et son rythme est appelé rythme sinusal. Ce nœud sinusal est en communication avec l'oreillette gauche pour lui transmettre le signal ou un flux via le faisceau de Bachmann. D'ailleurs, en ajoutant 2 mains et 2 pieds, on obtient A-man, A-Bachmann. Et ce faisceau permet une conduction rapide et le signal atteint donc presque simultanément les 2 atriums qui vont par conséquent se contracter en même temps. Le signal a aussi besoin d'arriver au ventricule. Le nœud sinusal est donc connecté à un autre nœud entre les atriums et les ventricules. C'est donc le nœud atrio-ventriculaire. Et ces faisceaux qui relient entre les 2 nœuds sont les faisceaux internodaux. Et pour continuer, on va transformer ce nœud en tête de serpent. Ce dernier va tirer sa langue, qu'on appelle faisceau de His, comme le son que produit le serpent. Et comme la langue du serpent, le faisceau de His se divise en 2 branches, et ces branches donnent dans la paroi ventriculaire plusieurs divisions qui ressemblent à des places de parking et sont ainsi nommées réseaux de Purkinje. Parking-Purkinje. Pour récapituler, le nœud sinu-atrial est ainsi responsable de la contraction de l'atrium droit, le faisceau de Bachmann de la contraction atriale gauche. Le signal est ensuite transmis via des branches internodales vers le nœud atrio-ventriculaire, qui je le rappelle est une tête de serpent, puis passe dans le faisceau de His, qui est sa langue, et cette langue se divise en 2 branches. La gauche transmet ce signal aux cellules musculaires du ventricule gauche, et la branche droite vers les cellules musculaires du ventricule droit, et ce via le réseau de Purkinje, qui par ses très nombreuses divisions fait penser à un grand parking. Mais pourquoi ce signal transmis entraîne une contraction musculaire ? Faisons un zoom sur une de ces cellules pacemaker pour comprendre. Les cellules en général sont polarisées électriquement, c'est-à-dire qu'elles ont une différence de charge ou de potentiel, c'est pareil, entre le dedans et le dehors de leur membrane. Et plus précisément, il y a moins de charge positive à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules. On dit donc qu'elles ont une différence de potentiel négative. Et si on la mesure via un voltmètre disposant d'une microélectrode et d'une électrode normale, on trouvera une valeur avoisinant les moins 60 mV. Ces charges, ce sont celles des ions qu'on consomme via l'alimentation, comme le potassium abrégé en K+, par les Allemands, qu'ils appellent kalium, le sodium abrégé en Na+, pour natrium, ou encore le calcium abrégé en Ca2+. Mais quel est le lien de tout ceci avec la contraction ?
Bien, pour que l'atrium ou le ventricule se contracte, ces cellules musculaires doivent se dépolariser, c'est-à-dire qu'elles doivent inverser leur pôle électrique en ayant plus de charge positive à l'intérieur de la cellule. Et cette dépolarisation leur est transmise par les cellules pacemaker, qui elles se dépolarisent automatiquement contrairement aux cardiomyocytes, aux cellules musculaires cardiaques, qui ont besoin de recevoir le signal à partir des cellules pacemaker directement ou indirectement via d'autres cardiomyocytes. On va donc voir quels sont les échanges d'ions qui ont lieu dans une de ces cellules pacemaker et qui conduisent à sa dépolarisation. Ces cellules pacemaker ont au début de leur cycle un potentiel de moins 60 mV. Et ce potentiel entraîne l'ouverture de canaux Na+, qui va entrer dans la cellule et positiver progressivement son potentiel puisqu'il y aura plus de charge positive à l'intérieur. Et à moins 50 mV, il y aura ouverture de canaux à Ca2+, transitoires, canaux de type T donc, qui vont positiver le potentiel et donc dépolariser. Mais pas pour longtemps, car comme on a dit, ils sont transitoires. C'est pour ça qu'à moins 40 mV, il y a ouverture de canaux calciques qui restent longtemps ouverts. Ce sont donc des canaux calciques de type L, longtemps, long lasting, et qui vont dépolariser les cellules pacemaker jusque plus 10 mV environ, puis se ferment. Et ce nouveau potentiel va ouvrir les canaux à potassium qui, eux, vont entraîner la sortie massive de potassium pour qu'il y ait à nouveau moins de charge positive à l'intérieur et donc une repolarisation. Et ce jusque moins 60 mV. Puis ces canaux à K+ se ferment pour pouvoir faire un autre potentiel d'action, car comme on a dit, ces moins 60 mV vont à nouveau ouvrir les canaux à sodium, puis les canaux calciques T et L, puis les canaux à potassium et le cycle se répète encore et encore jusqu'à ce qu'un jour l'âme quitte le corps, puis repose en paix. Notez que j'ai placé tous les canaux participant à la dépolarisation à un même endroit pour simplifier, mais bien sûr ils sont plusieurs et ont des localisations différentes. Les cellules pacemaker du nœud sinu-atrial se dépolarisent en premier en subissant ce potentiel d'action qu'on vient de décrire, puis transmettent cette dépolarisation via le système électrique du cœur aux cardiomyocytes, ce qui les fera contracter. Et par conséquent, les atriums, puis les ventricules, vont se contracter. Et lors de la repolarisation des cellules pacemaker, les cardiomyocytes se repolarisent aussi et le muscle cardiaque se relâche. Repolarisation, relaxation. Petite note pathologie. Le nœud sinusal est normalement responsable du rythme cardiaque entre 60 et 100 battements par minute, mais suite à une crise cardiaque, ou dans le jargon médical infarctus du myocarde, les cellules composant le nœud sinusal peuvent mourir par manque d'oxygène, et les faisceaux internodaux prendront le relais, et la fréquence baisse alors à 55-60 battements par minute. Et s'ils sont aussi lésés, le nœud auriculo-ventriculaire prendra le relais avec une fréquence encore plus basse. Puis le faisceau de His, puis ses branches, puis si tout ce qui précède ne peut assurer sa fonction, les fibres de Purkinje s'occupent de générer les influx électriques, mais à une fréquence entre 20 et 40 battements par minute seulement. À présent la question, pouvez-vous citer dans un ordre chronologique les constituants du système électrique cardiaque? Réponse dans les commentaires sous la vidéo. Les valves cardiaques sont des structures élastiques ni innervées ni vascularisées, et donc incapables de mouvement. Pourtant, elles sont présentes à la sortie de chaque cavité cardiaque pour ne permettre le passage du sang que dans un seul sens, des atriums vers les ventricules et des ventricules vers les artères du cœur, soit l'aorte et l'artère pulmonaire. Nous allons répondre à 3 questions. 1. Comment se rappeler définitivement des noms et emplacements de ces valves? 2. Comment est-ce que ces valves fonctionnent? Et 3. Quel est en pratique l'intérêt clinique de pouvoir répondre à ces 2 questions? C'est ce qui vient. Première question, comment se rappeler définitivement des noms et emplacements de ces valves? On peut voir qu'il y a 4 valves, chacune est composée de valvules, ou feuillets, ou cuspides, c'est pareil, cuspide étant le mot latin pour pointe, d'où le nom de flèche de Cupidon. Cuspide, Cupidon. Et en effet, elles déterminent des pointes. Notez qu'avant, on appelait les valves des valvules et les valvules des valves. Remarquez que les valves ont toutes 3 feuillets, sauf la valve qui est tout à fait à gauche et qui se trouve entre l'atrium et le ventricule gauche, et qui n'a que 2 cuspides, ce qui la fait ressembler à un mitre, qui est ce chapeau, d'où son nom de valve mitrale. Et pour vous rappeler de son nom et position, sachez que ce mitre est généralement porté par des personnes âgées, qui sont donc faibles, et la gauche est généralement plus faible que la droite.
La valve mitrale se trouve donc entre l'atrium et le ventricule gauche. Par opposition à cette valve mitrale qui n'a que deux cuspides ou valvules, la valve de l'autre côté, entre l'atrium droit et le ventricule droit, a été nommée valve tricuspide. Et ces deux valves se trouvant entre les atriums et les ventricules, ce sont les valves atrio-ventriculaires. La valve mitrale et tricuspide subissent une pression importante lors de la systole, puisque les ventricules se serrent et le sang s'éjecte avec force contre elles. C'est pour cette raison qu'il y a des cordages fibreux puissants attachés au feuillet de ces deux valves et fixés au ventricule par les muscles papillaires, qui vont donc tirer sur les valves atrio-ventriculaires pendant la systole pour les empêcher de se retourner. Les deux valves au milieu donnent accès aux artères et sont ainsi nommées selon les artères auxquelles elles sont reliées, la valve aortique et la valve pulmonaire, qui sont aussi appelées semi-lunaires car chacune de leurs petites valvules a une forme de demi-lune, ce qui ressemble aussi à la lettre sigma, d'où l'autre nom de ces deux valves qui est les valves sigmoïdes. Pour récapituler, la valve gauche se trouve entre l'atrium et le ventricule gauche, c'est donc la valve atrio-ventriculaire gauche ou valve mitrale. La valve droite se trouve entre l'atrium droit et le ventricule droit, c'est donc la valve atrio-ventriculaire droite ou valve tricuspide. Les deux valves au milieu donnent accès aux artères, ce sont donc les valves aortiques et pulmonaires, et leurs valvules ressemblent à des demi-lunes et à la lettre sigma, et sont donc aussi appelées valves semi-lunaires ou sigmoïdes, mais le plus souvent on parle de valves semi-lunaires. Comment est-ce que ces valves fonctionnent ? Pour ça, on va étudier ce qui se passe sur le côté gauche, car vous aurez du mal à suivre ce qui se passe sur les deux côtés simultanément, sachant que les mêmes événements ont lieu en même temps de l'autre côté, comme vu dans l'introduction de cette série. L'atrium a une très faible pression, mais une fois remplie, elle dépasse celle du ventricule relativement vide, ce qui ouvre la valve atrio-ventriculaire. Le ventricule va alors se remplir, et ce remplissage est encore plus complet quand l'atrium se contracte. Et quand le ventricule se contracte à son tour, la pression devient plus élevée que celle des atriums, ce qui ferme la valve atrio-ventriculaire d'un côté, et cette pression est plus élevée que celle de l'artère, ce qui va ouvrir la valve artérielle de l'autre. Mais une fois que le sang est éjecté dans l'artère, la pression dans celle-ci devient égale à celle du ventricule, et la valve artérielle se ferme alors, puis le ventricule se relâche, et diminue sa pression par rapport à l'atrium, ce qui ouvre la valve atrio-ventriculaire et accueille à nouveau le sang atrial et un nouveau cycle peut commencer. Comme des portes qui se ferment violemment, les valves atrio-ventriculaires se ferment simultanément en causant le premier bruit cardiaque, B1, et les valves semi-lunaires se ferment aussi simultanément, réalisant le deuxième bruit cardiaque B2. Il est très simple de se rappeler quelles valves sont responsables de quel bruit, car le début du mot valve contient à sa première partie le A et le V de atrio-ventriculaire et à sa deuxième partie le S et le L de semi-lunaire. Les auriculo-ventriculaires sont donc responsables du premier bruit et les semi-lunaires du deuxième bruit. À l'auscultation du cœur, ça donne ceci: B1, B2, B1, B2. Et si vous avez bien suivi jusque-là, vous aurez remarqué que le début de la systole ferme les valves auriculo-ventriculaires et la fin de la systole ferme les valves semi-lunaires. La systole ventriculaire se fait donc entre B1 et B2 et ne prend que 0,3 secondes. Quel est l'intérêt d'étudier la physiologie des valves comme on vient de faire ? Deux principales raisons. Ces valves peuvent subir un rétrécissement, qui en latin est la sténose, ce qui entraîne une diminution du flux sanguin vers là où s'ouvre la valve, ce qui peut donner entre autres une douleur thoracique due à un manque d'apport en oxygène aux muscles cardiaques. Cette douleur ou constriction de la poitrine est en latin langor pectoris. La deuxième raison est la régurgitation. On parle alors d'insuffisance valvulaire, car la valve n'assure pas correctement sa fonction de barrière. Il est possible de reconnaître approximativement la valve atteinte et son type d'atteinte en auscultant le cœur, ce qui permettra d'entendre des bruits différents des sons que produit normalement le cœur, et on appelle ces bruits les souffles cardiaques. Et on peut vérifier ces anomalies en les voyant sur une échographie cardiaque. Le débit cardiaque est le volume total de sang éjecté par chaque ventricule pendant 1 minute, une baisse de ce débit pouvant résulter en une perte de connaissance. Et la question à laquelle nous allons répondre est comment mémoriser facilement les facteurs modifiant ce débit cardiaque. Il y aura un résumé à la fin de la vidéo pour fixer ces connaissances. Le ventricule éjecte durant chaque battement un volume sanguin qu'on appelle volume d'éjection systolique, VES,
qui est en millilitres par battement. Et il réalise cette action plusieurs fois par minute. C'est pour cette raison qu'on parle de fréquence cardiaque FC, qui est mesurée en battements par minute. Et en multipliant ces deux éléments, on obtient le nombre de millilitres éjectés par minute, ce qui est le débit cardiaque, qui est abrégé en un O, dont un peu de sang est éjecté par le bas, formant la lettre Q. Q représente le débit cardiaque. Des modifications du volume d'éjection systolique VES ou de la fréquence cardiaque FC va donc modifier le débit cardiaque Q. C'est pour cela qu'on va voir quelles peuvent être ces modifications. On commence par le VES. Mais avant, il faut savoir que télé signifie la fin et que trois principaux facteurs peuvent modifier le VES. Concernant le premier, une fois le ventricule rempli, le volume de sang qui s'y trouve est nommé volume télédiastolique, VTD, donc volume à la fin de la diastole. Les 2/3 de ce VTD seront éjectés dans l'aorte ou l'artère pulmonaire selon le ventricule, et ces 2/3 sont le volume d'éjection systolique VES. Et le 1/3 qui reste dans le ventricule à la fin de la systole est le volume télésystolique, volume à la fin de la systole. Seulement le volume d'éjection systolique n'est pas constant. Imaginez le cœur comme étant une fronde dont l'élastique sont les cellules musculaires cardiaques et la pierre est le sang. Plus le volume télédiastolique est élevé, plus cet élastique sera étiré. On dit que la précharge est plus élevée. Et plus la force d'éjection sera importante. Et par conséquent, le volume d'éjection systolique sera plus grand. C'est la loi de Frank-Starling. Fronde, Frank. Même en supposant que la précharge est normale, la contractilité du myocarde doit aussi être adéquate, et c'est le deuxième facteur modifiant le VES. Celle-ci peut augmenter sous l'influence du système sympathique, qui, je le rappelle, est la partie du système nerveux qui devient dominante en cas de situation de stress. Cette contractilité est nommée l'inotropisme. Et pour faire le lien entre contractilité et inotropisme, imaginez ce monsieur à qui on fait la même remarque à chaque fois, et contractant ses muscles, il répond « I know tropisme ». Contractilité, inotropisme. La précharge est normale, c'est-à-dire que les cellules myocardiques sont bien étirées, selon la loi de Frank-Starling qu'on vient de voir, et leur inotropisme est bon aussi. Mais il y a un troisième facteur qui peut modifier le volume d'éjection systolique. Imaginez-le comme étant le vent qui va résister au lancement de la pierre. Le ventricule éjecte dans l'artère et doit ainsi vaincre la pression artérielle, et cette résistance qui s'oppose à l'éjection étant la post-charge. Et plus elle augmente, et plus le VES va baisser. C'est fini pour le VES, à présent parlons plutôt de la fréquence cardiaque, car comme on a vu, le débit cardiaque est le volume d'éjection multiplié par la fréquence cardiaque. Notez bien qu'une fréquence cardiaque qui augmente signifie que plus de sang sera éjecté par minute, sauf au-delà de 160 battements par minute, car le cœur ne se remplira pas assez pendant la diastole à une telle fréquence. Cette augmentation de la fréquence cardiaque peut être due à l'adrénaline et la noradrénaline, qui atteignent le cœur sous forme de neurotransmetteurs via le système nerveux sympathique ou sous forme d'hormones via les vaisseaux sanguins. Le système sympathique est donc dit cardio-accélérateur, et par opposition, le système parasympathique, qui domine plutôt pendant le repos, comme on a vu dans la deuxième vidéo des nerfs crâniens, entraîne un ralentissement ou modération de la fréquence cardiaque. Il est donc dit cardio-modérateur, et l'un des principaux nerfs le constituant étant le nerf vague. Le système sympathique et parasympathique sont eux-mêmes sous le contrôle de récepteurs de pression, soit barorécepteurs, et dont les plus importants se trouvent dans des artères proches du cœur. Quand la pression s'élève brusquement, la paroi de ces artères sera plus étirée, ce qui va activer ces récepteurs qui s'y trouvent, qui eux-mêmes vont activer le nerf vague car ils y sont reliés. Et ce dernier va donc abaisser la fréquence cardiaque, ce qui va diminuer le débit cardiaque et donc la pression artérielle. Et vice-versa, si l'étirement artériel est moins important à cause d'une pression artérielle moins élevée, ces barorécepteurs seront moins stimulés, et le système parasympathique étant moins stimulé aussi, le système sympathique prendra le dessus en augmentant la fréquence cardiaque, ce qui va augmenter le débit et donc la pression artérielle pour retourner à la normale. Pour résumer, le volume d'éjection systolique dépend de la précharge qui elle-même dépend du volume télédiastolique, et ce VES dépend aussi de l'inotropisme cardiaque et de la post-charge.
Et la fréquence cardiaque dépend des hormones et de l'innervation autonome sympathique et parasympathique qui eux-mêmes sont sous contrôle des barorécepteurs. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous vois sur la prochaine vidéo.